Bonjour à toutes et à tous. Se nourrir, se loger, trouver un travail, voilà les principales préoccupations des Américains avant d'aller voter. Dans cet épisode, nous sommes à Détroit pour entendre ces familles qui n'arrivent plus à faire leurs courses. Nous entendrons aussi un ancien président chanter et les confidences du chef de cabinet de la Maison-Blanche pendant le mandat de Trump qui dévoile les penchants autoritaires du candidat républicain. Bonjour Thierry Arnaud, tu es éditorialiste politique international. Bonjour Benoît Ballet, tu es correspondant à Washington. Bonjour. Et là, on va tout de suite à Détroit, Motor City, la plus grande ville du Michigan, connue pour le succès de son industrie automobile. Et il y a 10 ans pour sa faillite. Aujourd'hui, donc en pleine reconstruction. Comment va Détroit aujourd'hui? Isabelle Gollens, bonjour. Bonjour. Tu y es en ce moment et tu as vu l'inflation toujours trop forte. Et c'est difficile pour les familles de faire leurs courses. La famille d'Anna vient tout juste de s'agrandir. Mais déjà, cette jeune comptable appréhende les dépenses financières pour élever son fils. Ce sont des frais énormes que j'ai maintenant. Et tout coûte cher. Et maintenant, on est 3. Dans son quotidien, elle peut compter sur sa mère, qui subvient en partie aux besoins de sa famille nombreuse. On ne gaspille rien chez moi. C'est pour ça que je fais une compote de fruits. Je prends toutes sortes de fruits qui sont un peu abîmés et je les cuisine. En quelques années, elle a vu bondir le prix des denrées alimentaires. Les pommes de terre, 10 $. Le pain, 7 $. Alors que ça coûtait 3 $ il y a seulement quelques années. 3 $ et maintenant 7 $. Face à cette inflation vertigineuse, cette Américaine s'est résolue à chercher de l'aide. Depuis un an, elle vient dans cette paroisse chaque semaine, comme des centaines d'autres personnes. Je n'aurais jamais imaginé que je viendrais ici. Cela m'a pris plusieurs semaines, ne serait-ce que pour l'envisager, parce que j'ai une fierté. Vous pouvez avoir un pain, 2 pommes. C'est ce qui nous sauve. J'économise beaucoup d'argent et grâce à ça, on peut payer nos factures et ne pas se retrouver à la rue. En 5 ans, ils sont 7 fois plus nombreux à venir ici. Les gens se battent pour trouver simplement de quoi se nourrir leurs enfants et leurs familles. Ils travaillent, mais ils n'ont pas l'argent pour subvenir à leurs besoins. Et c'est bien triste. Dans l'État du Michigan, tous les lieux de distribution alimentaire ont vu leur fréquentation augmenter de 30% l'an dernier. Isabelle, tu étais dans ce centre de distribution alimentaire avec Théo Touché. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces bénéficiaires de Donald Trump ou de Kamala Harris ? Eh bien, tout simplement que les prix baissent. Et il nous parle des prix des denrées alimentaires. C'est ça, on ne parle pas des taxes ou du prix de l'essence. C'est vraiment le prix des denrées alimentaires. C'est ce qui est frappant. Ils ont les prix en tête. Ils nous disent que les prix ont été multipliés par 2, par 3. Ils veulent retrouver leur niveau de vie. Ils nous parlent des mamans qui nous parlaient du prix des couches qui est extrêmement élevé. On est allé nous-mêmes dans des supermarchés, dans ce quartier de banlieue de Détroit, Warren, qui est un quartier très modeste. On était dans un supermarché et on n'a pas de point de repère, de point de comparaison, mais juste pour vous donner un exemple, le paquet de riz basique, marque basique, 3 $. Le paquet de fromage râpé, taille moyenne, 5 $. C'est extrêmement élevé. Et dans ce centre de distribution alimentaire, voilà, ils repartaient avec des cagettes, des cartons de fruits, de légumes, parce que les fruits et les légumes sont très chers, du pain. Et le pasteur qui organise cette distribution d'aide alimentaire nous disait qu'ils peuvent repartir parfois avec une cagette, un carton pour l'équivalent de 100 $. Voilà, ils veulent aussi retrouver leur niveau de vie parce que ce qui nous a frappé aussi avec Théo Touché, c'est qu'on a rencontré des gens qui font partie de la middle class, c'est-à-dire des gens qui ont une maison, qui ont une voiture, qui ont un travail, mais qui maintenant ont du mal tout simplement à se nourrir. C'est assez frappant. Donc c'est vraiment des profils qu'on ne s'attend pas à voir. Et d'ailleurs, Dorota qu'on voit dans le sujet, c'est ce qu'elle dit. Elle n'aurait jamais pensé se retrouver dans une file d'attente d'un centre comme ça de distribution d'aide alimentaire. Oui, Benoît, c'est le sujet de la campagne, l'économie, le pouvoir d'achat. Oui, effectivement, parce que ce qu'Isabelle a vu avec Théo sur le terrain, c'est ce que décrivent les Américains, mais à l'échelle nationale. Il y a eu effectivement cette inflation qui est arrivée après la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, qui a vraiment eu un pic à la fin d'année 2022, année 2023. Joe Biden a fait
tout ce qu'il a pu, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente pour faire ralentir cette inflation, mais le constat est là, il est douloureux pour les Américains, effectivement les prix ont vraiment augmenté. Donc effectivement, ces candidats, Kamala Harris, Donald Trump, ont dans les différents meetings, dans les différents programmes qu'ils ont dévoilés jusqu'ici, ont tenté de présenter leurs mesures, qui sont évidemment différentes, qu'on soit démocrate ou républicain, pour éviter que les prix continuent d'augmenter, parce que l'inflation, elle est toujours là, même si elle a diminué. Les prix continuent d'augmenter, et puis pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains, c'est vraiment ça qui est très important pour eux, c'est un des points principaux, hein, vraiment. La capacité avec laquelle ils peuvent boucler leur fin de mois. Est-ce qu'ils vont pouvoir juste se nourrir, comme le disait Isabelle, avec 2 ou 3 jobs à temps partiel. Il y a vraiment énormément d'Américains qui ont ce sentiment de déclassement depuis plusieurs années. Et donc, ils comptent vraiment sur le 47e ou la 47e présidente des États-Unis pour les aider. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent, Kamala Harris et Donald Trump, Thierry Arnaud? Alors d'abord, je voudrais juste citer 2 chiffres parce que je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec Benoît. Pour moi, c'est le sujet central de cette fin de campagne. Et si Kamala Harris perd cette élection, si Donald Trump gagne, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas su convaincre qu'elle avait des réponses sur ce sujet-là. On va y venir dans un instant. Juste quelques chiffres rapides pour avoir le truc en tête. L'inflation sous Donald Trump, c'est 8%. Les salaires augmentent de 15%. L'inflation sous Biden, c'est 20%. Les salaires augmentent de 20%. Donc une fois qu'on a dit ça, on a compris beaucoup de choses, même si ce sont des chiffres moyens, donc il y a des prix qui ont augmenté beaucoup plus que ça, et notamment effectivement ceux des denrées alimentaires. Alors ce qu'a proposé Kamala Harris, c'est différentes choses. Elle a proposé d'abord d'essayer de mettre en place une sorte de blocage des prix. Ce qui n'a pas été bien accueilli aux États-Unis, et depuis on est un peu dans le flou sur ses intentions en la matière. Elle a proposé des aides, et des aides fiscales notamment, pour les classes moyennes en particulier, pas seulement pour les denrées alimentaires, mais pour les gardes d'enfants aussi. Donc ça, ce sont les propositions de Kamala Harris. Du côté de Donald Trump, lui... L'idée consiste à dire que ce sera des baisses d'impôts massives essentiellement qui vont redynamiser l'économie et qui vont donc indirectement redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Mais encore une fois, sujet central de cette fin de campagne. Isabelle, tu es à Détroit, dans le Michigan, pas par hasard, parce que c'est un État qui est important pour les candidats. Oui, c'est l'un des plus importants, c'est donc l'un des États clés, l'un des États que les candidats ont besoin de remporter. Et c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'État industriel, l'industrie automobile. L'industrie automobile, en ce moment, c'est compliqué. Il y a le groupe Stellantis qui prévoit de supprimer énormément d'emplois. On a rencontré des salariés tout juste licenciés d'une usine Stellantis de la banlieue de Détroit. Mais ce que je voulais dire aussi, ce qui est déstabilisant, c'est que hier, par exemple, on a rencontré des électeurs de Kamala Harris et des électeurs de Donald Trump, c'est-à-dire des personnes qui vivent les mêmes difficultés, qui sont dans la même situation, qui font les mêmes constats, mais qui ne font pas le choix des mêmes candidats. Parce que pour certains, Donald Trump va toujours protéger les riches, mais pour d'autres, on vivait mieux sous Donald Trump, même s'il y a le contexte Covid, etc. Donc, ils se rappellent de leur niveau de vie, j'ai envie de dire, sous Donald Trump. Donc voilà, même constat, même difficulté, mais ils vont voter pour 2 candidats différents. Est-ce que, Thierry Arnaud, remporter le Michigan, c'est remporter l'élection? Non, ça y contribue. C'est pas seulement le Michigan qui va compter. Il y a ces 6 ou 7 États. Le Michigan, c'est 16 grands électeurs sur ce total donc de 538. Donc c'est très important. Mais il y a cette région. Donc tu as les 3 États clés de cette région. C'est le Michigan, le Wisconsin et bien sûr la Pennsylvanie. Et en gros, ça vote en bloc. En tout cas, ça a été le cas depuis 1980 dans toutes les élections présidentielles, sauf celle de 88. Donc cette région-là a les clés. Ce que disent les spécialistes de la carte électorale, c'est plutôt le pivot, c'est plutôt la Pennsylvanie. C'est très difficile de gagner l'élection présidentielle si tu n'as pas gagné cet État de Pennsylvanie. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir rejoints par téléphone. On va rester à Détroit parce qu'il y a eu un meeting qui s'est tenu hier soir et on a entendu ça. I gotta say,
You know, I have done a lot of rallies, so I don't usually get nervous. But I was feeling some kind of way following Eminem. I mean, I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. Dun, 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 dun. I thought Eminem was going to be preferred. I was going to jump out. Alors, faut juste rappeler le contexte. Donc, dans ce meeting dans le Michigan, juste avant lui, il y a Eminem, comme il le raconte au début de sa prise de parole, qui vient parler. Il ne vient pas performer, on dirait en anglais. Donc, il vient pas chanter. Il vient pas chanter. Il vient pas faire du rap. Mais il y a évidemment cette chanson, enfin ce titre de Eminem qui s'appelle Lose Yourself que tout le monde a en tête. Et donc Barack Obama commence sur le ton de la plaisanterie en disant je suis un peu nerveux parce que je passe après Eminem. Et cette chanson, elle raconte le trac, la trouille de celui qui va se livrer à une performance en public et qui va aller vomir avant, etc. Et donc il scande les premiers vers de ce titre hyper connu de Eminem. Et évidemment, le résultat avec le talent et l'humour d'Obama est plutôt réussi. Benoît, il vise qui en chantant Eminem, Obama? Juste une précision, effectivement, Eminem n'a pas chanté, mais il a fait un petit discours juste avant qu'Obama s'exprime. Et on va comprendre mieux ce que voulait faire Barack Obama juste après. Eminem, il n'a pas parlé très longtemps, mais il a demandé aux électeurs d'aller voter. Voilà, de get out and vote pour exprimer leurs opinions. Et c'est un peu tout le message que va exprimer Barack Obama ensuite. Il faut pour les démocrates que les Américains aillent voter. Après, il y a effectivement le fait que Eminem soit là juste avant, que Barack Obama entonne les premiers couplets de Lose Yourself. On comprend qu'il s'adresse à un public plutôt masculin, plutôt jeune, qui connaît Eminem, donc on n'est pas sur des générations sexagénaires, septagénaires, mais plutôt les trentenaires, les quadragénaires. Donc voilà, un public masculin, un public jeune, un public qui pourrait être désabusé de la politique et qui pourrait se reconnaître dans le rap, les populations déclassées, toute cette région. Effectivement, on en a parlé des 3 régions industrielles, mais qui a énormément souffert, il y a eu une désindustrialisation assez difficile qui a défiguré une partie de la ville. Alors, Détroit est en train de se relever, mais voilà, il y a ce message de on est là, on ne vous oublie pas, on vous comprend, vous pouvez vous identifier à nous. Regardez, il y a Eminem qui vient de parler juste avant moi, et donc ne vous sentez pas seul, allez voter. Voilà le message qui est fait passer par les démocrates et donc par Barack Obama. Moi, je voudrais dire à Benoît quand même qu'on peut avoir beaucoup plus que 40 ans et connaître Eminem. C'est le cas de Barack Obama, manifestement, mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de personnes de l'autre côté de l'Atlantique. Et Détroit, c'est intéressant parce que c'est le Michigan et parce qu'il y a eu cette polémique aussi il y a quelques jours où Donald Trump vient et parle devant le club économique de Détroit et il dit si vous votez pour Kamala Harris, tout le pays va ressembler à Détroit. Autrement dit, Détroit est une catastrophe. Et évidemment, c'est pas un message électoral très porteur quand tu viens à Détroit essayer d'expliquer aux gens qui doivent voter pour toi. Et donc, il a dû un peu rétro-pédaler ensuite, expliquer que non, Détroit c'était formidable, etc. Mais voilà, donc l'idée de venir à nouveau à Détroit, de sortir cette figure totalement emblématique de la ville, Eminem, le film 8 Mile qui a contribué à faire sa légende. On le voit à l'image avec la casquette de l'équipe de baseball de Détroit. Voilà, ça envoie aussi ce message-là dans la rivalité entre Kamala Harris et Donald Trump, bien sûr. Kamala Harris, elle gagne des points en ayant des chanteuses, des chanteurs qui participent à ces meetings. En tout cas, elle y croit. Enfin, il y a Eminem, il va y avoir Bruce Springsteen, il y en aura d'autres aussi. Ça joue, à mon avis, très, très marginalement. Il faut choisir les bons artistes, en l'occurrence. Voilà, le coup qui est plutôt, les coups qui sont plutôt bien joués, c'est que dans le cas d'Eminem, comme dans le cas
de Bruce Springsteen, on a des artistes qui sont vraiment des artistes populaires, auxquels l'Amérique des cols bleus peut facilement s'identifier. Benoît, Trump, il n'a pas beaucoup de chanteurs, de chanteuses qui l'accompagnent sur ses meetings, lui? Pas assez? C'est pas les mêmes, en tout cas. C'est beaucoup plus compliqué, hein. Côté Donald Trump, non, il n'y a pas cet engouement d'Hollywood, il n'y a pas ces chanteurs extrêmement populaires qui ont décidé de s'embarquer aux côtés de Donald Trump. Il y a quelques figures de seconde zone ou des chanteurs country qui sont assez peu méconnus en France. Il y a des hommes plutôt dans les environnements des stars du catch, par exemple Hulk Hogan, notamment qu'on avait vu sur la scène de la convention nationale du Parti républicain au mois de juillet. Mais non, effectivement, Donald Trump a beaucoup moins de soutien de ce côté-là. Mais ce n'est pas ça qui l'empêche de continuer à faire campagne et d'être aussi haut dans les sondages, avec toujours ce coude à coude avec Kamala Harris. Avant la fin de cet épisode, je vous propose de revenir sur des mots. Ce sont ceux de John Kelly, c'est l'ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche. Il a passé plus d'1 an aux côtés de Donald Trump et il a été joint par un journaliste du New York Times. Et il a lâché quelques confidences, par exemple, sur son admiration des dictateurs. Moi, je pense qu'il adorait ça. Je pense qu'il aimerait être comme il était quand il était chef d'entreprise. Quand il disait aux gens ce qu'ils devaient faire et qu'ils le faisaient. Sans se préoccuper de savoir si c'était légal ou pas. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas connu en tant qu'homme d'affaires. Et en parlant de dictateur, Donald Trump a aussi trouvé des compliments pour Hitler. Il a dit à plusieurs reprises que Hitler a fait des choses bien. Et bien sûr, si on connaît un peu l'histoire, je pense que ce n'est pas son cas. Si on connaît l'histoire, on sait qui était Hitler, je ne vois pas comment on peut dire qu'il a fait quoi que ce soit de bien. Je lui dis qu'il ne devrait jamais dire une chose pareille, mais si vous saviez qui était Hitler du début à la fin, tout ce qu'il a fait était au service de son racisme, de son fascisme, de cette philosophie. Rien de ce qu'il a fait n'était bien. Et il n'y avait aucune bonne raison, mais il le disait de manière occasionnelle. Et quand on lui demande ce que il répondait à ces arguments, Donald Trump, John Kelly répond généralement c'était la fin de la conversation. Alors, il faut peut-être expliquer en 2 mots, c'est important, qui était John Kelly et pourquoi cette interview fait autant parler. John Kelly, il a servi pendant 2 ans Donald Trump. D'abord, il était en charge de Homeland Security, ce qui est un énorme ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, etc. Aux États-Unis, donc un poste très important. Et puis ensuite, pendant près de 18 mois, jusqu'à l'été 2019, il a été le Chief of Staff de la Maison-Blanche, c'est-à-dire en gros le secrétaire général de la Maison-Blanche. Alors il faut comprendre ce rôle qui n'existe pas vraiment en France parce que le gouvernement, ce qu'on appelle le cabinet aux États-Unis, joue un rôle beaucoup moins important à quelques rares exceptions près, comme le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire au Trésor. Mais bon, les ministres sont politiquement moins lourds que les ministres en France, par exemple. Il n'y a pas de Premier ministre non plus. Donc le Chief of Staff, c'est un super secrétaire général de la Maison-Blanche. C'est un peu le patron de la machine gouvernementale. C'est un rôle très important. Et c'est un rôle au sein duquel, évidemment, alors il est à la Maison-Blanche, dans le bureau d'à côté, on est en contact permanent avec le président. Et cet homme vient nous dire... voilà Donald Trump que j'ai côtoyé pendant 2 ans, qui nous explique que Hitler était un type formidable et dont je pense qu'au fond, il se verrait assez bien en tant que dictateur. Et ce qu'il dit de très important aussi dans cet entretien au New York Times, c'est que il dit moi j'étais plutôt d'accord avec la politique qui conduisait, le cap de la politique, les choix politiques, les choix en matière économique, etc. Voilà.
Mais c'est très dangereux d'avoir, dit-il, la mauvaise personne élue au poste le plus élevé. Et donc ce qu'il dit au fond, c'est, moi je considère que la personnalité, ce qu'on appelle en anglais le character, qui on est, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses valeurs morales, son intégrité, pour un président des États-Unis, c'est plus important que ses choix et que ses orientations politiques. Et pour cette raison-là, moi qui ai travaillé avec lui pendant 2 ans, je considère que Donald Trump est un danger pour l'Amérique. Et celui qui dit ça, c'est pas un dangereux gauchiste, hein, c'est un type qui a fait toute sa carrière dans l'armée, général dans les Marines, qui termine sa carrière à un des postes les plus élevés des forces armées américaines. Donc c'est ni un tendre, ni un gauchiste, c'est quelqu'un de droite, fermement, mais qui considère que la personnalité de Donald Trump est un danger au point d'accorder ces 3 conversations téléphoniques dans un entretien donc, au New York Times qui sont relatées dans le journal aujourd'hui. Benoît, est-ce qu'on est étonné aux États-Unis de ces propos de Donald Trump? Est-ce qu'on est choqué? Non, absolument pas. C'est pas la première fois qu'on entend Donald Trump et Hitler dans une même phrase. On se souvient que Donald Trump avait expliqué notamment en parlant des immigrés clandestins aux États-Unis qu'ils empoisonnaient le sang du pays. Donc, c'est pas du tout surprenant, étonnant. Et je suis pas sûr, et Thierry te dira ce qu'il en pense, mais je ne crois pas que ça puisse faire changer l'équilibre au niveau des sondages. En revanche, quand on est démocrate, effectivement, là, on parle d'une véritable bombe. Tout à l'heure, j'ai participé, j'ai assisté à une conférence de presse par téléphone qui était organisée donc, par les démocrates, par l'équipe de campagne de Kamala Harris. Ils ont fait intervenir justement les démocrates, 2 anciens retraités également qui connaissent John Kelly et qui ont appuyé les propos de John Kelly. Ce qui fait très peur, notamment à ces anciens militaires et à John Kelly, c'est des propos de Trump quand l'ancien président et candidat républicain explique qu'il pourrait utiliser la force militaire contre ses opposants politiques à l'intérieur du pays. Ça, c'est un scénario qui fait extrêmement peur à ces anciens généraux. Côté républicain, comme d'habitude, on dément à voir que Trump ait dit tout ça. On critique des travaux journalistiques malhonnêtes, le New York Times et puis The Atlantic, le journal qui a également fait état de ces conversations et qui relaie également ces conversations et ces interviews avec John Kerry. Donald Trump va nier. Il dénonce des propos de John Kerry qui sont tordus, malhonnêtes. Il va à nouveau expliquer que si John Kerry est en colère contre lui, c'est parce que Donald Trump l'a viré quand il était au pouvoir, alors que ça n'est pas vrai. C'est John Kerry qui est parti de son propre chef. Donc, du point de vue, si tu me poses la question des Américains en tant que tels, je ne suis pas sûr que ça surprenne et que ça fasse changer les choses, puisque une très grande partie des Américains ont déjà une opinion assez forgée et assez claire de Donald Trump. Ceux qui sont pour, ceux qui aiment l'ancien président vont à nouveau se dire que ce sont des fake news et qu'on cherche à atteindre le républicain. Ceux qui savent très clairement, ceux qui ne voteront pas pour lui et pour des raisons différentes et nombreuses, vont avoir une nouvelle preuve ici que Donald Trump ne doit pas être président. Donc la seule question pour moi, c'est de savoir si ce travail journalistique, si ces interviews, si ce témoignage de John Kelly va avoir une incidence sur la suite médiatique de la campagne et les prochains débats, les prochains meetings. Est-ce qu'on va en reparler? Est-ce que les candidats vont en parler jusqu'au 5 novembre? Je pense que c'est là qu'il y a un point d'interrogation. Est-ce que ça va changer l'état des lieux des sondages? J'en doute un peu plus. Est-ce qu'on va en parler alors, Thierry? Oui, on va en parler sans doute, mais c'est difficile de dire dans quelle proportion. C'est vrai que ça n'imprime pas ou peu, comme le disait Benoît, je suis d'accord avec toi, Benoît, mais il y a quand même un côté sidérant parce qu'il se passe dans cette campagne, de ce point de vue, quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu autant d'anciens collaborateurs de premier plan d'un président dire qu'il ne faut plus voter pour lui parce que c'est un danger pour le pays. Et ceux qui le disent, d'abord, ils sont très nombreux.
Ensuite, ils ont occupé des postes tout à fait éminents, à commencer par l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence. Il y a eu plusieurs conseiller à la sécurité nationale, qui est un poste évidemment stratégique, John Bolton et le général McMaster. Il y a eu le patron du renseignement intérieur, le directeur du renseignement intérieur, un poste évidemment très important. Il y a eu Mark Esper, un ancien secrétaire à la Défense. Il y a eu toute une série de collaborateurs de la Maison-Blanche de premier plan aussi, de l'équipe rapprochée de Donald Trump. Et donc, tout ça devrait quand même faire réfléchir les Américains. Et on constate que, globalement, ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une raison fondamentale, c'est l'argument qu'on entend souvent lorsqu'on pose la question, c'est de dire, au fond, il a été président pendant 4 ans, Donald Trump. Donc on l'a vu à l'œuvre. On a vu ses outrances verbales, ces discours où il racontait n'importe quoi. Mais nous, ce qu'on a constaté dans notre vie quotidienne d'Américains, c'est que les institutions, elles ont continué à fonctionner. Globalement, bon an, mal an, l'Amérique est restée une démocratie. Et donc, finalement, pardon de le dire comme ça, mais c'est une grande gueule, Donald Trump. Autour de lui, il y a des gens raisonnables. Et tout ça, finalement, a à peu près fonctionné. Et il n'y a pas de raison de penser que ça serait pas de nouveau la même chose s'il retourne à la Maison-Blanche. Voilà, à mon avis, la raison essentielle pour laquelle ça n'imprime pas. Toute la question est de savoir si ceux auprès desquels ça n'imprime pas sont en train de se bercer d'illusions ou pas. Non, effectivement, je pense que c'est très compliqué quand on est d'une part à distance, et même moi ici de Washington. C'est vrai qu'on lit les sondages. On voit ces déclarations les unes après les autres de Donald Trump qui sont extrêmement virulentes, haineuses. On sent qu'il y a un peu une course à l'échalote, si vous me passerez l'expression, mais pour toujours reprendre finalement le lead sur la place médiatique. C'est très important pour Donald Trump de faire l'actualité pour qu'on parle de lui. Alors là, effectivement, c'est John Kelly qui dénonce un comportement de Donald Trump, mais voilà, c'est vraiment, on est crescendo dans cette campagne, donc c'est très difficile de savoir d'une part si effectivement les Américains font encore attention à ces déclarations et la façon dont elles sont traitées par la presse. On en parlait récemment, mais 31% seulement des Américains font confiance aux médias. Donc finalement que John Kelly raconte au New York Times qu'il pense que Donald Trump est un dictateur et qu'il a l'intention de se comporter comme Adolf Hitler, est-ce que les Américains vont vraiment d'une part prêter attention à ces déclarations et de deux les croire? On peut raisonnablement en douter, et puis effectivement on va voir comment se déroulent ces 13 derniers jours. Est-ce que sur cette fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, Donald Trump va encore chercher à surprendre davantage, à faire parler de lui avec peut-être des outrances supplémentaires? On peut raisonnablement s'attendre à quelque chose de ce type-là, mais effectivement, il va falloir voir et attendre. Et puis, on saura le 5 novembre si effectivement toutes ces déclarations et tous ces témoignages d'anciens proches de Donald Trump, comme le disait très justement Thierry, auront eu ou pas un impact, auront gêné ou pas Donald Trump vis-à-vis de l'élection et des suffrages qu'il aura remportés. Et on va voir ça chaque jour dans ce podcast Washington Briefing avec vous, Benoît Ballet et Thierry Arnaud. Merci beaucoup pour ce nouvel épisode. Salut Benoît. Salut Thierry. Et bon, on se retrouve demain, Thierry, et Benoît, on se retrouve lundi pour un prochain épisode du Washington Briefing. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire, et à demain.